Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-François Cantel, membre de la délégation Île-de-France de Women in Nuclear France et je suis ravi de vous accueillir à ce webinaire portant sur le sujet passionnant des politiques nucléaires dans le monde. C'est un sujet d'autant plus intéressant donc, dans un contexte où il y a quelques semaines, l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, a publié une feuille de route globale pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 dans le secteur de l'énergie. Et en ce qui concerne le nucléaire, l'AIE suggère un doublement de la capacité mondiale, soit 800 gigawatts électriques installés, dans moins de 30 ans. Il faut donc faire appel à plusieurs mesures qui permettront d'arriver à ce résultat, comme la poursuite de programmes nucléaires existants via l'extension de la durée d'exploitation des parcs nucléaires et leur renouvellement au cours du temps, ainsi que la mise en œuvre de nouveaux programmes nucléaires dans des pays qui ne s'appuyaient pas encore sur cette énergie. Mais dans tous les cas, il faut des politiques nationales favorables à l'énergie nucléaire. Alors aujourd'hui, justement, pour nous parler du sujet des politiques nucléaires dans le monde, nous avons le plaisir d'accueillir Sylvaine Dion et Michel Berthélémy. Sylvaine Dion est ingénieure, elle a travaillé toute sa carrière dans le secteur de l'énergie, plus particulièrement dans le nucléaire et le solaire, pour le CEA et Areva, avec une approche souvent internationale. Et elle est aujourd'hui chef du service ingénierie export de la base installée Framatome. Sylvaine a également piloté pour The Shift Project un important travail de cartographie des politiques nucléaires dans le monde, qui va donc nous être présenté dans la première partie de ce webinaire. Michel Berthélémy, quant à lui, est depuis 2019 détaché au CEA auprès de l'Agence pour l'énergie nucléaire, l'AEN, où il est responsable des études économiques. Économiste-chercheur à l'Institut de technico-économie des systèmes énergétiques du CEA de 2015 à mi-2019, il a coordonné de nombreuses études couvrant à la fois le cycle du combustible nucléaire, les coûts du nouveau nucléaire, les perspectives économiques des nouveaux concepts tels que les SMR et les réacteurs de génération 4, et le rôle du nucléaire dans les trajectoires de décarbonation. Il est docteur en économie de l'École des mines de Paris et a réalisé donc, un postdoc à University College London. Il préside depuis septembre 2019 la section technique économie et stratégie de la SFEN, après avoir assuré le secrétariat de cette section depuis 2017. Michel nous parlera des politiques nucléaires dans le monde, notamment dans le domaine des SMR. Et enfin, nous aurons un temps de questions-réponses où nos intervenants répondront aux questions que vous allez leur adresser dans le chat pendant les présentations. Je vous invite donc à poser vos questions tout au long des présentations. Et je vous propose de commencer sans plus attendre avec la première intervention et les politiques nucléaires dans le monde par Sylvaine Dion. Alors Sylvaine, je vous laisse la main. Merci Jean-François. Je vais donc vous passer la présentation que voici. Hop là. Donc, les politiques du nucléaire dans le monde, c'est une mission qui a été réalisée pour le Shift Project par les shifters. Donc, le Shift Project, qui est un think tank pour la décarbonation de l'économie, et les shifters et l'association qui supporte le Shift Project, association de bénévoles. Donc, étude qui a été faite bénévolement pour le Shift entre juin 2017 et janvier 2020, avec une petite équipe, j'en reparlerai tout à l'heure. La présentation est articulée en 3 parties. D'abord, je vais vous présenter le projet dans son ensemble, ensuite les conclusions sur le nucléaire dans le monde, et enfin une analyse qu'on peut en tirer avec tout ce qu'on a pu observer. L'objectif de l'étude était d'informer et de donner une vision factuelle sur les politiques dans le monde, commanditée donc par le Shift Project. Et on a regardé le nucléaire, excusez-moi, je bouge la barre qui me gêne. Hop. On a regardé le nucléaire. Pourquoi? Parce que c'est un moyen de produire de l'énergie de façon décarbonée. Donc, on a regardé où est-ce qu'il y avait des centrales dans le monde. Et l'angle qui a été suivi pour cette étude, c'est les positions des partis politiques et des gouvernements et les opinions publiques. La méthode qu'on a suivie, c'est une étude bibliographique avec donc soit des sites sur le nucléaire ou la presse, tout simplement, exclusivement sur la base de données publiques. On a été 15 contributeurs bénévoles au total sur la durée totale de l'étude. On a travaillé de façon bénévole, à titre privé, sans engager nos employeurs respectifs.
Pourquoi je dis ça? Parce qu'il peut y avoir un conflit d'intérêts dans la mesure où certains d'entre nous travaillent dans le domaine du nucléaire, mais on a travaillé en séparant notre vie professionnelle de notre vie de bénévole et on a travaillé qu'avec des données publiques sans utiliser les données qu'on pouvait éventuellement avoir dans nos emplois respectifs. L'étude a duré 3 ans et comme on était bénévole, on a dépensé pas mal de pizza en soirée de pizza et nucléaire. Donc, on a produit 154 fiches pays qui s'articulent de la façon suivante avec l'exemple du Royaume-Uni. Donc, des données clés sur le pays avec le nombre de réacteurs en service, la puissance installée, la part du nucléaire dans le mix et puis les émissions de CO2 pour pouvoir comparer un peu les pays. 3 aspects ont retenu notre attention. Les ressources dont dispose le pays, dans la mesure où ça peut avoir une influence sur les politiques nucléaires. Par exemple, est-ce qu'ils ont beaucoup de charbon ou pas, ou est-ce qu'ils ont beaucoup d'uranium ou pas. Un volet économie, infrastructure et organisation, donc savoir s'ils ont en fait la capacité et financière et d'infrastructure et d'autorité de sûreté pour avoir une centrale nucléaire sur leur sol et sur leur réseau électrique. Et puis, donc, enfin, le cœur de l'étude, les politiques nucléaires avec qu'est-ce qu'ils ont construit ou pas construit, les positions des différents partis et les sondages d'opinion. Donc, tout est sourcé. On a fait 154 fiches, non pas qu'il y ait 154 pays où il y a du nucléaire, mais il y a 154 pays où ils se sont posé la question. Et donc, c'était intéressant de regrouper les réflexions qu'il y avait eu dans le pays sur le sujet. Pour synthétiser ces fiches, on a aussi rédigé 6 articles. Donc, on a séparé le monde en 5 zones géographiques que je vous présenterai juste après. On a fait un article par zone et un article global sur le monde entier pour simplifier un peu la lecture et l'appréhension du sujet qui reste assez vaste. Et tout cela est publié sur le site du Shift Project, donc vous avez le lien ici. Aujourd'hui, les 2 premières zones sont publiées, Europe et Asie du Nord, et le reste sera publié très prochainement. Je vais passer maintenant au cœur du sujet, qui est le résultat de l'étude donc, sur les politiques nucléaires dans le monde. Donc, sur la carte ici, vous avez les 5 zones géographiques qu'on a retenues. Et puis, je vais faire un petit point sur la légende. Donc, pour chacune des zones géographiques, vous allez avoir un bloc avec le nombre de réacteurs en service. Donc là, ici, 101 sur la légende en vert. Donc, la barre, la taille de la barre représente la quantité de réacteurs. Donc, la taille de la barre ici à 101, c'est bien une taille qui correspond à 101 réacteurs, avec une tendance à la baisse stable ou à la hausse. Même chose sur la quantité de chantiers en construction, la position des partis politiques, plutôt favorable ou plutôt défavorable, et la position des opinions. Donc, tout ça concernant les constructions neuves de réacteurs, on n'a pas du tout regardé ni les recharges en combustible nucléaire, ni le contrôle-commande, ni la maintenance. On a considéré que la construction de réacteurs était le plus représentatif. OK, tout le monde est avec moi, donc on y va sur les zones géographiques. En Europe de l'Ouest, donc c'est une des zones les plus nucléarisées du monde, avec 110 réacteurs en opération, tendance plutôt à la baisse, 5 chantiers de construction, ce qui n'est pas très important. Les chantiers étant Flamanville en France, Hinkley Point au Royaume-Uni, OL3 et Anikivi en Finlande. Donc, dans cette zone d'Europe de l'Ouest, les politiques sont vraiment très hétérogènes. On a 2 pays qui sont vraiment très pro-nucléaires en ce moment et qui construisent, qui sont donc l'Angleterre et la Finlande. On a 9 pays qui ont décidé d'arrêter le nucléaire. La France qui a décidé de poursuivre le nucléaire, mais en réduisant la part dans le mix. Et puis, il y a des pays dans cette zone-là qui s'interrogent un peu sur leur volonté d'arrêter. Donc, des pays qui ont arrêté et puis qui se posent aujourd'hui des questions. C'est le cas de la Suède, qui avait décidé d'arrêter le nucléaire à l'époque où une coalition de centre-gauche était au pouvoir. Et puis, le parti du centre a un peu changé d'avis sur le nucléaire, s'est allié à une coalition de droite et finalement a décidé que prioritairement à arrêter le nucléaire, il fallait lutter contre le dérèglement climatique et que donc, ils ont finalement autorisé le nucléaire en disant on lutte contre le réchauffement climatique à l'aide du nucléaire et ensuite seulement, on verra si on peut arrêter le nucléaire.
C'est le cas aussi des Pays-Bas, qui avaient décidé d'arrêter le nucléaire, qui sont un peu revenus en arrière avec un projet de construction qui a été un peu temporisé. Et puis là, de nouveau, ils ont plutôt des velléités de reconstruire. Voilà, donc tendance très hétérogène. Je vous ai mis globalement partie plutôt négatif, opinion plutôt négative, mais encore une fois, c'est une zone qui est vraiment très partagée. En Amérique du Nord, là aussi, une zone extrêmement nucléarisée avec plutôt une tendance à la baisse du nombre de réacteurs en service. 2 chantiers de construction, c'est assez peu également. En Amérique du Nord, on a plutôt des raisons économiques sur les fermetures de réacteurs, notamment en raison du gaz de schiste et des opérateurs qui vont plutôt arrêter leurs réacteurs pour des raisons économiques que pour des raisons politiques. Côté parti politique, on est plutôt favorable. Côté opinion, c'est partagé. Les derniers sondages qu'on a trouvés aux États-Unis, c'était pile 50-50 entre les pour et les contre. Donc là aussi, assez partagé. Dans la zone Océanie, donc Australie, Nouvelle-Zélande, donc là, on n'a pas de réacteur, pas de chantier en construction. Une volonté de tous les partis politiques de résolument ne pas faire de nucléaire. Même chose pour l'opinion. Donc, c'est des zones qui sont très riches en combustibles fossiles, donc ils ont beaucoup de charbon. Ils ont aussi beaucoup d'uranium. L'Australie est un très gros producteur d'uranium, mais ce sont des pays qui ont eu des essais nucléaires militaires dans leur environnement et donc qui ont une position de manière générale très opposée au nucléaire et donc très opposée aussi au nucléaire civil. On passe à la zone Corée-Japon-Taïwan. Donc là aussi, comme Europe de l'Ouest et Amérique du Nord, une région très nucléarisée, avec 8 chantiers de construction. Donc dans cette zone-là, on a bien sûr le Japon. Le Japon, à la suite de l'accident de Fukushima, avait envisagé l'option d'arrêter complètement le nucléaire. Et puis à ce moment-là, le Japon en fait, est devenu extrêmement dépendant des importations, et notamment des importations de combustibles fossiles, pour son approvisionnement en énergie. Donc, ça s'est révélé assez compliqué, et en termes économiques, et en termes d'indépendance énergétique, et en termes de bilan carbone. Donc, finalement, le gouvernement japonais, aujourd'hui, est sur une position d'avoir 20% de nucléaire dans leur mix électrique. Et ils viennent de redémarrer, d'ailleurs, un des réacteurs. Et donc, les réacteurs sont dans le processus de redémarrage, de recertification pour être redémarrés après l'accident de Fukushima. En Corée et à Taïwan, on est sur des positions un peu similaires entre ces deux pays. En Corée, on a eu beaucoup de scandales de corruption liés au nucléaire, plutôt dans les années 2014-2015. À la suite de quoi, il y a eu une grande opération d'apurement de toute cette corruption liée au nucléaire en Corée. Beaucoup de gens ont été mis en prison à ce moment-là, et la Corée a rendu réellement indépendante l'autorité de sûreté, ce qui n'était pas vraiment le cas jusqu'alors. Donc la confiance avait été perdue, puis elle est revenue. Le président Moon Jae-in, qui est de centre-gauche, a une volonté d'arrêter le nucléaire en Corée. En revanche, la confiance étant revenue auprès de l'opinion, elle est plutôt favorable au nucléaire. Et d'ailleurs, il y avait des chantiers de construction qui avaient été arrêtés, qui ont finalement été redémarrés à la suite de conventions publiques où les personnes ont demandé à ce qu'on continue les chantiers qui étaient en cours en Corée. À Taïwan, un peu le même profil. On a une présidente, Tsai Ing-wen, qui est démocrate, qui avait décidé de sortir du nucléaire à Taïwan. Et puis, il y a eu un blackout en 2017 avec un problème sur une centrale à gaz qui a privé une partie de l'île d'électricité pendant plusieurs heures. Et donc, à la suite de ce blackout, finalement, il y a un peu eu un retournement de l'opinion publique qui a considéré que pour avoir une source d'énergie et d'électricité fiable, il était de bon ton de s'appuyer sur le nucléaire. Donc, ces pays-là, la Corée et Taïwan, ils n'ont pas pour autant décidé de continuer le nucléaire. Ils ont toujours une volonté d'arrêter le nucléaire à terme, mais ils ont repoussé cette échéance sans donner de nouvelles dates à ce jour. Je
continue avec l'Europe de l'Est. Alors, un profil plutôt différent. En Europe de l'Est, on a moins de réacteurs. On a 19 réacteurs en opération qui sont des réacteurs VVER de modèle russe, étant dans l'ancienne sphère d'influence soviétique. En revanche, on a des chantiers de construction, 4 chantiers de construction, 2 en Hongrie, 2 en Slovaquie, qui sont toujours des VVER russes. Et dans cette zone-là, on a des partis qui sont très pro-nucléaires et des opinions qui sont très pro-nucléaires. Et là, dans cette zone, on a une croissance économique qui tire en fait la croissance du nucléaire en raison de la demande en énergie, tout simplement. En Chine, en Russie, c'est la même configuration. Donc ça, c'est une zone qui est aussi très nucléarisée, avec un nucléaire qui est historique en Russie, qui est très ancien, beaucoup plus récent en Chine, mais néanmoins, beaucoup de construction et une volonté très forte politique de développer le nucléaire. Opinion, la position de l'opinion dans ces pays-là n'influe pas les politiques comme on peut le voir chez nous. Néanmoins, les quelques sondages qu'on a pu trouver sont aussi favorables au nucléaire dans ces zones-là. En Amérique du Sud, là, on est sur une zone qui est beaucoup moins nucléarisée, avec des réacteurs seulement en Argentine et au Brésil. Un chantier de construction à date en Argentine qui est un SMR de modèle Carême, donc on reparlera des SMR tout à l'heure avec la présentation de Michel. Une zone qui est extrêmement partagée. Donc, je vous ai mis des partis plutôt pour et une opinion assez mesurée. En fait, c'est extrêmement divers. On a des pays comme l'Uruguay qui ont 95% d'énergie renouvelable et qui n'ont absolument pas l'idée de construire des centrales nucléaires, d'autres qui ont plus une volonté. Donc, c'est très mesuré, globalement assez partagé. En Afrique, on a 2 réacteurs en opération seulement, qui sont 2 réacteurs de conception française en Afrique du Sud. 4 chantiers de construction, qui est un chantier qui vient de démarrer en Égypte avec des réacteurs russes. Là aussi, c'est très partagé entre, évidemment, la diversité de pays. Donc, plutôt pour côté parti politique, là aussi, en raison de la forte demande d'énergie liée à la forte croissance démographique, notamment du continent. Et puis, des opinions qui sont là aussi assez partagées. Donc, en Afrique, là aussi, on peut imaginer que dans les années futures, ils vont plutôt se tourner vers des SMR qui demandent un peu moins d'infrastructures, un peu moins d'investissement que des réacteurs traditionnels comme on peut en avoir chez nous. Et enfin, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est, donc ça, c'est une zone avec 28 réacteurs en opération, c'est à la hausse, on a beaucoup de chantiers de construction. Je vous ai mis une tendance à la baisse sur les chantiers de construction parce qu'il y a eu beaucoup de discussions de constructeurs historiques dans beaucoup de pays et il y a un certain nombre de projets qui n'ont pas abouti, au Vietnam notamment, qui a finalement abandonné ces projets. Donc beaucoup de chantiers, même s'il a pu y avoir beaucoup plus de projets par le passé qui n'ont pas donné suite. Là aussi, des partis plutôt pour et une opinion assez mesurée. Je vais passer maintenant à la partie analyse. Donc, dans cette partie-là, j'ai résumé les activités des différents constructeurs. Donc, je vous ai mis sur chacun de ces slides les réacteurs qui sont construits ou en projet venant de différents constructeurs. Donc, ici, les constructeurs américains qui sont Westinghouse et General Electric. Donc, les réacteurs Westinghouse sont en blanc et, excusez-moi, les réacteurs américains sont en blanc et les réacteurs canadiens sont en violet. Donc, les gros icônes sont des réacteurs qui sont en production ou en construction et les petits sont ceux qui sont en projet. Donc, aujourd'hui, les réacteurs américains et canadiens, il y a de nombreux réacteurs en opération dans le monde. Par contre, il y a assez peu de projets de nouvelle construction. C'est des mises en chantier qui ont soit régressé, soit qui se font avec des versions localisées, c'est-à-dire que les constructeurs ont cédé les droits de propriété, ont vendu les plans et la propriété intellectuelle à des opérateurs étrangers. Du coup, ils sont plus américains, ils sont tagués réacteurs chinois, etc.
Un point à noter, c'est que les États-Unis ils ont ouvert des appels d'offres sur leur sol en Combined Construction and Operating License. Donc, c'est un protocole qui permet de simplifier et de dérisquer le processus de licensing pour les utilities. Donc, ça va permettre des constructions un peu plus facilement sur le sol américain. La Russie, elle étend son influence historique. Donc, il y a beaucoup de réacteurs en Russie et dans l'ancienne sphère soviétique, mais aussi de nombreux projets dans des pays en développement. La Russie, eux, ils proposent une formule qui inclut la formation, le financement, un support aux infrastructures, un support à la réglementation, avec deux packages qui s'appellent Build, Own, Operate ou Build, Operate, Transfer, où le constructeur peut prendre à sa charge tous les frais liés à la construction et transfère ensuite le réacteur au pays, voire loue l'électricité produite. Donc, c'est des montages, sans préjuger de la qualité du montage, c'est des montages qui permettent d'alléger beaucoup les investissements du pays et donc qui intéressent beaucoup les pays candidats. La Chine et la Corée sur ce slide. Donc, la Chine est en jaune, la Corée en noir. J'ai trouvé intéressant de vous mettre la Corée parce que je vous ai dit tout à l'heure que la Corée avait comme volonté d'arrêter le nucléaire sur son sol. En revanche, la Corée elle a de grandes ambitions à l'export et on voit qu'elle est présente dans de nombreux pays et discute dans de nombreux pays pour construire des nouveaux réacteurs. Et elle construit aujourd'hui aux Émirats 4 réacteurs qui ont commencé à produire de l'électricité. Donc, nombreux projets et surtout, ces projets-là, ils sont à rapprocher des nouvelles influences géopolitiques. Je dis ça notamment pour la Chine avec le projet d'infrastructure de nouvelles routes de la soie qui porte les projets de réacteurs parmi d'autres projets un peu plus vastes. L'Europe, quant à elle, elle perd de l'influence dans le monde, donc côté réacteurs français et réacteurs allemands. Donc, on a plusieurs réacteurs aujourd'hui répartis dans le monde. Par contre, ces pays-là qui ont des centrales françaises ou allemandes, ils n'envisagent pas forcément des nouveaux projets avec la France, c'est-à-dire qu'ils vont discuter aussi avec d'autres constructeurs. Le centre WANO, donc WANO, c'est la World Association of Nuclear Operators, donc c'est un club d'opérateurs de centrales nucléaires avec différents bureaux dans le monde. Il y a un centre à Paris qui a un peu perdu de l'influence. On a une centrale de Koeberg en Afrique du Sud qui était rattachée à Paris, qui a été rattachée à Atlanta, et puis la création d'un centre à Shanghai. Donc, perte un peu de l'influence française. Et puis, la pratique française, c'est-à-dire la façon dont on construit en France, ne se transpose plus à l'international aujourd'hui, comme ça a pu être le cas par le passé. Notamment, les normes françaises qui sont utilisées en France et qui ont pu être utilisées pour construire d'autres centrales ailleurs, aujourd'hui, elles sont un peu challengées par les opérateurs qui demandent plutôt de suivre des règles qui peuvent être des règles américaines, par exemple. De même, les règles de sûreté qui sont imposées par l'autorité de sûreté française, elles ne se transposent pas forcément dans d'autres pays et les autres pays n'ont plus forcément envie de suivre les règles françaises, ils suivent les règles de leur autorité de sûreté qui ne demandent pas forcément la même chose. Sur ce dernier slide, sur cette dernière carte, je vous ai mis tous les slides précédents, c'est-à-dire que j'ai regroupé tous les opérateurs. J'espère que vous n'êtes pas daltonien. Ce que je voulais vous montrer là, c'est que dans chaque pays candidat à construire des nouveaux réacteurs, donc là où il y a les projets en petit, en fait, on retrouve tous les constructeurs. Donc, ça veut dire que dans chaque zone émergente, il y a vraiment une lutte pour l'influence. Tous les concurrents sont présents, donc les Américains, les Français, les Chinois, les Russes et les Coréens. Les mises en chantier qui ont lieu ou qui vont avoir lieu, on sent bien qu'ils sont liés à une nouvelle géopolitique qui est en train de se développer et que l'approche française, elle n'avait plus cette action de favoriser la filière française à l'export. Sur différents exemples qu'on peut voir, mais il n'y a plus cette transposition qu'on a pu avoir dans les années 80 où on a construit le parc export. Donc, pour conclure sur cette étude, dans les pays émergents, la croissance du nucléaire est tirée par le PIB qui tire la demande d'énergie.
Les opinions et les politiques sont plutôt pro-nucléaire, pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons écologiques. Donc, il y a des pays qui taguent le nucléaire comme étant vertueux d'un point de vue dérèglement climatique. Par contre, on voit bien que c'est difficile de construire si on n'a pas de financement et ou si on n'a pas d'influence politique forte dans cette zone. En particulier en Europe de l'Est, il y a une caractéristique politique qui est que de nombreux pays d'Europe de l'Est souhaitent se détourner de la Russie pour leur nucléaire. Donc, ça peut être une opportunité pour la France, ça peut être une opportunité pour les pays États-Unis, Canada. Donc, on n'est pas les seuls à avoir une opportunité dans cette zone. Dans les pays développés, les opinions et les politiques sont plutôt antinucléaires pour un sentiment de sûreté, pour un sentiment écologique. Cependant, certains pays qui ont décidé d'arrêter s'interrogent sur cette volonté d'arrêter le nucléaire finalement. Donc, on sent bien qu'on est sur le fil du rasoir entre soit une sortie définitive, soit une stabilisation ou une reprise qui serait de toute façon un peu limitée dans la mesure où on a des pays qui sont aujourd'hui, qui ont un parc existant et qui se limiteraient à un renouvellement du parc. Et puis, on a la question chez nous de la perte de compétences et comment justement assurer ce renouvellement du parc, étant donné que le nombre de constructions est en baisse par rapport à certains pays émergents. Finalement, comment est-ce qu'on peut rendre opérationnelle notre équipe de France du nucléaire? On a la question du financement des projets de nouvelles constructions qu'il faudrait réussir à résoudre. Instaurer une réelle coopération entre les industriels d'une part et l'autorité de sûreté d'autre part nous permettrait d'établir des solutions robustes et industriellement et du point de vue de la sûreté. S'adapter à l'international, c'est quelque chose qui nous est demandé plus que ce qu'on a pu faire par le passé, donc avec une stratégie produit, s'adapter aux clients, regarder un peu nos coûts par rapport à ce qui est demandé dans d'autres pays. Et pourtant, on a tout intérêt à amener la filière à l'export parce que c'est là où réside la croissance. Parfait. Merci, merci beaucoup Sylvaine pour cette passionnante présentation, hein, vraiment bien restituer l'énorme travail qui a été fait pour cartographier donc l'ensemble des politiques nucléaires à travers le monde. On a déjà reçu un certain nombre de questions dans le chat, donc ce que je vous invite à faire, c'est à continuer à poser vos questions pendant la présentation qui va suivre. Et ce que je vous propose, du coup, c'est de laisser la main à Michel Berthélémy pour nous parler donc des politiques nucléaires et notamment sous l'angle de l'apport des SMR. Voilà, Michel, je vous laisse la main. Merci Jean-François. Bonsoir à tous. Merci aussi à Win France pour cette invitation et bravo au Shift et à Steven en particulier pour ce travail tout à fait impressionnant de cartographie du nucléaire. Je vais essayer de partager mes planches. Je crois que je n'ai pas encore les droits, mais ça va arriver très rapidement. En attendant, je vais peut-être faire quelques réactions à… J'ai donné les droits à Jean-François. Ah, ouais. Pardon, Jean-François. On passe le bâton. Pas de problème, je vais de suite régler le petit tutu. Je trouve l'icône qui va bien. Pendant que Jean-François travaille, quelques réactions à chaud. Enfin, déjà, voilà, comme j'ai déjà dit, un travail tout à fait significatif du chiffre de cartographie et dans lequel je pense que je me retrouve assez bien sur les grandes tendances. Très bon résumé de la situation. Peut-être ce qui est compliqué dans ce domaine et dans la période que nous vivons, c'est qu'on est vraiment un peu au milieu du gué avec sortant d'une période où on a construit les têtes de série 3 d'amélioration qui ont connu beaucoup de problèmes comme vous le savez certainement. Et donc, on sort vraiment d'une période d'indécision, de difficultés et on voit que comme on est sur le point vraiment de tourner cette page,
les choses commencent à bouger. Et pour l'instant, c'est en partie des signaux faibles. Pour l'instant, c'est des fois des grandes orientations politiques et pas nécessairement des décisions concrètes. Et donc, c'est vraiment toute la difficulté de cet exercice que d'être capable de crypter ces signaux faibles et de comprendre les tendances. Et puis derrière, bien sûr, de se poser la question de qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui et des décisions que nos décideurs doivent prendre. Je vais certainement maintenant être capable de… Voilà, normalement, ça fonctionne. C'est bon. On va y arriver. De vous présenter passer mes planches, hein, et j'ai essayé d'être relativement bref. J'avais prévu avant tout de vous parler de SMR. Je pense que là, c'est typiquement un des faits nouveaux qui nous importe de décrypter, et m'appuyer bien sûr là-dessus sur les travaux de l'AEN. Donc, je vais faire peut-être d'abord un détour sur un peu notre vision globale sur la place du nucléaire dans la transition avec cette planche. Ce que vous avez sur le graphique, c'est un exercice qu'on fait chaque année avec l'AIE, ça s'appelle Tracking Clean Energy Progress, et qui regarde en quelle mesure est-ce qu'on est ou pas on track par rapport au scénario de décarbonation de l'AIE, qui jusqu'à maintenant était le scénario dit Sustainability Development, et qui aujourd'hui a été rehaussé pour ce qui est du nucléaire avec leur scénario net zéro. Et le message ici, c'est que quand on additionne avec les prolongations qu'on peut escompter, quand on regarde les projets qui sont en bonne voie d'être lancés, on voit qu'il y a un gap qui reste et qui est grandissant sur le chemin de 2050. Et donc, clairement, il y a des décisions qui doivent être prises du côté des politiques pour s'assurer qu'on soit sur le bon chemin. Ce qui est important, bien sûr, c'est de voir qu'il y a toute une pluralité de technologies nucléaires avec des temporalités différentes. Vous avez représenté ici à la fois les réacteurs de troisième génération, dont on a déjà parlé, les SMR, des réacteurs de quatrième génération un peu plus tard. Et on voit que, compte tenu de ces différentes temporalités et de leur niveau de maturité technologique respectif, des décisions restent à prendre aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel on revient assez constamment dans le cadre de nos travaux. Alors, tournons-nous maintenant sur le sujet des SMR. Vous voyez sur ma première planche, hein, on a sorti très récemment un rapport. Mon point ici est de dire les SMR, c'est quelque chose dont on parle depuis quand même pas mal de temps. On fait un peu une rétrospective des travaux de l'AEN ou d'autres de l'AIEA sur les SMR. Ça fait bien 20 ans qu'on en parle. Mais ça ne fait pas 20 ans qu'on fait la même chose. Et depuis que je suis à l'AEN, depuis 2 ans, je note, en tout cas pour ce qui me concerne, qu'il y a vraiment une accélération des réflexions, des engagements des politiques dans le domaine des SMR, et puis surtout des projets qui sont dans les tuyaux. Ce que ça veut dire aussi, et là je mets du point de vue vraiment de mon travail de tous les jours au sein de mon comité du développement nucléaire, c'est qu'on avait jusqu'à maintenant quand même une réflexion autour des SMR qui était assez générique pour nous. Voilà. Il y avait la famille des SMR, un objet bien défini. En fait, ce qu'on voit aujourd'hui, et je reviendrai là-dessus dans ma présentation, les SMR, en fait, c'est une grande famille et au sein desquelles il y a quand même différents types de design de réacteurs, à eau légère, mais pas que, et aussi et surtout qui adressent différents types de marchés. Et en fait, ce qu'on a vraiment besoin de comprendre, ce que l'histoire nous a besoin de comprendre, c'est vraiment ces différents marchés qui peuvent s'ouvrir au SMR. Et bien sûr, ce sont en général des nouveaux marchés. On pense parfois que les SMR vont renforcer les réacteurs de forte puissance. En pratique, quand on regarde les expressions d'intérêt les plus pressantes sur les SMR, on voit que c'est en général étendre le marché du nucléaire vers de nouveaux domaines d'application. Puis le point que je voulais mentionner ici, c'est que bien sûr l'économie est importante dans cette affaire, mais pas que. Et ce qui est aussi très intéressant comme marqueur d'évolution, c'est que l'ensemble maintenant des comités de l'AEN
notamment côté sûreté, se met aussi à travailler sur le sujet des SMR. Alors, ayant dit cela, on peut aussi revenir un peu plus loin dans le passé et se rappeler, pour ceux qui font un peu d'histoire du nucléaire, que c'est un peu… Vous avez ici la photo de Shipping Port, qui est un réacteur et puis, quand même, graduellement, il y a eu un intérêt certain pour augmenter la puissance des réacteurs. Et ça, c'était lié au fait qu'on gagne en économie d'échelle. Et donc, il y a une décroissance attendue des coûts avec l'augmentation de la puissance des réacteurs. Alors, pourquoi vouloir faire des SMR? En fait, ce n'est pas tant que cette règle-là était fausse, mais c'était vraiment… aujourd'hui, ce qui change vraiment, c'est une approche différente de la conception des réacteurs qui, derrière, permet vraiment de déclencher un certain nombre de bénéfices et notamment en termes de sûreté et puis de modèles économiques. M'amène à cette planche-là pour vous expliquer en quelques mots les grandes évolutions des paradigmes économiques autour des SMR. Pour nous, il y a vraiment quatre facteurs qui ne doivent pas être regardés de façon indépendante, qui sont vraiment liés entre eux. Je les ai mis pas par ordre particulier, mais je pense quand même qu'il est important de marquer le fait que c'est avant tout via la simplification du design, notamment des systèmes des cœurs intégrés que tout commence d'une certaine façon, ce qui permet de réduire le nombre d'équipements au sein de la centrale, avoir une architecture simplifiée, des infrastructures partagées, et puis une capacité à une plus grande standardisation sur un certain nombre de composants. Et associé à cela, il y a trois autres grands drivers économiques. Il va y avoir la modularisation et la construction dite en usine. La standardisation, bien sûr, qui permet d'aller plus loin dans l'effet de série, et puis aussi plus de discussions, et puis on espère plus de progrès en termes d'harmonisation, à la fois, bien sûr, du côté de la supply chain, on pense au code de normes, et puis aussi du côté du cadre réglementaire. Et donc, c'est vraiment en combinant ces quatre drivers qu'on est capable de compenser la perte d'économie d'échelle et d'avoir vraiment un nouveau modèle économique qui est intéressant. Alors, maintenant, je vous ai parlé essentiellement de coûts, de modèles économiques. L'autre point qui est important pour moi, c'est aussi de mettre l'accent sur la proposition de valeur qu'il y a au travers des SMR. Et j'ai deux domaines que je vais vous exposer. Il y a premièrement, autour de la question du financement de ces SMR. Ce qui est clair, c'est que des SMR seront sans doute plus abordables financièrement pour certains types d'investisseurs qui aujourd'hui peuvent avoir des difficultés à se payer un réacteur de forte puissance, pour le dire simplement. Et puis à côté, il y a une question qui aujourd'hui sans doute encore quand même assez spéculative sur un risque du projet plus limité, plus contrôlé. Notamment, je parlais de la construction en série en usine, ça peut y contribuer. Donc, on voit bien qu'en facilitant le financement, qui, comme Sylvain l'a exposé, est vraiment aujourd'hui un des challenges du nucléaire, on voit que les SMR peuvent apporter des bénéfices importants. L'autre point aussi sur lequel je voulais mettre l'accent, c'est l'intégration qu'ont des technologies nucléaires, des réacteurs nucléaires dans les mix énergétiques. À la peine, si vous vous intéressez de travaux, vous avez peut-être vu passer.
Au-delà du coût de production à bord des centrales, il y a des coûts d'intégration des différentes technologies dans les mix. Et ce qu'on voit dans un certain nombre de SMR qui sont aujourd'hui en développement, c'est que cette vision d'intégration dans le mix est un driver aussi significatif, en réfléchissant notamment avec des couplages avec des applications non électriques, et puis avec le fait que des SMR, par leur petite taille, permettent d'avoir un effet d'e-parc plus rapidement, et donc de jouer ce rôle du nucléaire flexible plus rapidement que des réacteurs de forte puissance dans un mix avec des parts plus croissantes d'énergie renouvelable. Donc, on voit bien vraiment que c'est aussi tout un pan nouveau de réflexion qui s'ouvre avec les SMR. Ça m'amène à maintenant essayer de caractériser plus finement des potentiels de marché des SMR. Et c'est là où on voit bien qu'on est vraiment sur des marchés hauts et sur la capacité faible. Pour nous, il y a 3 grands niveaux de marché qui se dessinent, et je vais les résumer sur cette planche. Il y a premièrement ce qu'on appelle ici l'expansion du nucléaire dans le monde. Il y a un certain nombre de pays, de régions qui sont face à des contraintes de sites, à des contraintes de réseau, des contraintes sismiques, et on voit que les SMR peuvent plus facilement s'intégrer dans ces régions qui aujourd'hui ne peuvent pas bénéficier du nucléaire dit de forte puissance. Il y a un deuxième niveau de marché, et ça vous l'illustrez très bien en regardant les discussions qui ont lieu au Canada, où il y a beaucoup d'endroits parfois très reculés qui sont identifiés et qui marquent un intérêt pour les technologies DSM. Deuxième niveau de marché, c'est lié à tout ce qui est grande tendance, bien sûr, des politiques de décarbonation. Et en fait, au-delà, on va dire, des grands objectifs de décarbonation, il faut aussi regarder concrètement quels sont les moyens de production qui vont fermer et qu'on va avoir besoin de remplacer dans les prochaines décennies. Et si on fait ça, on a ce vertige en regardant toutes les centrales charbon dans le monde qu'on va devoir fermer, ces sites charbon, ces régions qui dépendent fortement du charbon. Et on voit qu'il y a quand même tout un agenda au niveau international sur comment aider ces régions à faire cette transition par rapport au charbon, et puis que faire des sites qui étaient aujourd'hui utilisés. Et bien sûr, l'essentiel de ces sites, la majorité de ces sites ne va peut-être pas pouvoir faire du nucléaire. Par contre, on voit que dans certains cas spécifiques, les SMR peuvent avoir un rôle. Des fois, on est sur des sites en bord de mer qui peuvent être favorables. Donc, bien sûr, tout ça doit être regardé au cas par cas. Il faut éviter de trop spéculer, mais pour rentrer dans le concret, certains d'entre vous ont peut-être vu passer que dans les annonces récentes de TerraPower et de son projet de SMR, TerraPower, une société où Bill Gates a largement investi, vous voyez qu'ils ont des projets aujourd'hui dans le Wyoming, aux États-Unis, justement pour permettre la fermeture de centrales à charbon et donc l'installation de SMR sur des sites charbon existants. Et de mémoire, ils ont identifié 4 sites potentiels. Donc on voit bien qu'il y a vraiment une vraie question qui commence à bouger autour du remplacement des centrales à charbon. Et puis dernièrement, j'en ai déjà parlé, c'est l'intégration dans un mix avec une part croissante de renouvelables. Et donc là, c'est bien sûr l'effet parc qui permet d'avoir de la flexibilité. Comme aujourd'hui, on l'a en France avec un grand parc nucléaire qui est flexible, rappelons-le. Je terminerai là-dessus en pointant simplement le fait que c'est, bien sûr, il y a ces 3 marchés, mais ce ne sont pas des marchés indépendants. Et c'est sans doute à la confluence des 3 segments qu'on va pouvoir apercevoir les premiers projets qui vont se concrétiser au cours
on l'espère, de la décennie actuelle. Je vous propose maintenant de passer à une partie un peu moins conceptuelle et rentrer un peu plus dans des grands pays du monde et de leur expression d'intérêt autour des SMR. Hein. Je pense bien le lien avec la présentation de Sylvain et du Shift. Je me dois de commencer par le Canada. Ce qui est vraiment intéressant au Canada, c'est que c'est un pays qui, pendant on va dire, les dernières décennies, a vraiment été dans la décision pour ce qui est du nucléaire, comme d'autres pays d'ailleurs. Ils ont lancé beaucoup de succès le programme de modernisation des Candu, qui est vraiment un programme d'investissement important pour eux. Donc, ils ont de l'ordre de 10 gigawatts de Candu qui vont prolonger pour 30 ans. Mais ils voient bien qu'ils ont aujourd'hui des objectifs, se donnent des objectifs climatiques de plus en plus ambitieux et ils se posent vraiment la question de comment les atteindre et du rôle du nucléaire pour cela. Et ils voient vraiment aujourd'hui une opportunité pour les SMR. Ce qui est intéressant dans la démarche du Canada, qui est assez unique, et je pense assez, qui pourra inspirer d'autres pays, d'autres régions du monde, c'est qu'ils ont vraiment fait un travail de concertation de l'ensemble des parties prenantes avec cette roadmap qu'ils ont publiée en 2018. Vous voyez ici illustré à droite toutes les organisations qui ont été mobilisées. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle des SMR, en général, vous allez voir des vendeurs qui vont vous présenter leur design, et c'est très bien, mais vous n'entendez pas souvent parler la demande. Et dans le travail vraiment des Canadiens, il y a eu vraiment tout ce travail de mapping des potentiels utilisateurs intéressés, consommateurs intéressés par les SMR. Ils sont résumés ici. Vous avez un certain nombre d'acteurs industriels. Vous avez le pétrole, le schiste bitumeux, qui n'est pas le secteur le plus vertueux, mais qui sent bien que s'il veut continuer à subsister, il aura besoin de décarboner sa production, sa chaîne de valeur. Et puis, vous avez aussi toute l'activité minière qui est bien sûr significative au Canada. Le dernier point, dernier segment, et qui est en fait le segment où les choses bougent le plus vite, c'est le remplacement des centrales à charbon. On retombe dessus, pas de surprise. Et donc, il y a effectivement là aussi des projets qui sont lancés. Donc, retenir du Canada, qui a vraiment ce travail de road mapping et de concertation des parties prenantes. Et c'est quand même ça qui a été clé pour vraiment lancer un peu le renouveau du nucléaire au Canada, avec aujourd'hui plusieurs projets avec des financements qui avancent, et notamment le premier d'entre eux devrait être un démonstrateur de SMR sur le site de PG pour la fin des années 2020. Traversons l'Atlantique et regardons un petit peu le Royaume-Uni. Est-ce que j'ai fait les États-Unis? Je vous parlais quand même un petit peu des États-Unis après. Le Royaume-Uni, proche de nous, on le connaît peut-être mieux. Je ne sais pas si ça a besoin de vous rappeler à tous que le gouvernement britannique a publié fin d'année dernière ce qu'il appelé le Energy White Paper, qui est un document pour le gouvernement britannique où le nucléaire est mentionné. C'était précédé de ce qui a été appelé le 10-point plan de Boris Johnson. Et dedans, on retrouve vraiment bien l'ensemble des technologies nucléaires soutenues, les réacteurs de forte puissance, avec la décision de lancer un nouveau projet avant 2024, de décider de lancer un nouveau projet avant 2024. Les SMR avec un soutien financier au consortium porté par Rolls-Royce, et puis aussi les réacteurs dits avancés, ce qui veut essentiellement dire au Royaume-Uni des réacteurs à haute température. Donc Rolls-Royce a lancé son consortium et aujourd'hui, on voit bien que c'est un projet qui
avance et qui, avec là aussi la volonté d'étendre le marché du nucléaire avec la capacité donc d'accéder à des nouveaux sites, ce qui est intéressant au Royaume-Uni où il peut y avoir une contrainte sur les sites nucléaires pour les réacteurs de forte puissance. De mémoire, hein, le potentiel pour les SMR au Royaume-Uni a été estimé à de l'ordre de 14 gigawatts, donc c'est aujourd'hui équivalent à la puissance nucléaire installée au Royaume-Uni. Et va fermer très rapidement, hein, compte tenu de l'âge de leur parc existant et de leur technologie qui ne pourra pas être prolongée autant que des rampes. Vous avez dit que je vous parlais un petit peu des États-Unis. Tout le monde sait ce qui se passe aux États-Unis. NuScale, bien sûr, qui fait la course depuis pas mal d'années. Deux points que je voudrais mentionner sur les États-Unis. Bien sûr, il y a eu le changement d'administration. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que on avait une administration qui était intéressée sur le nucléaire. La nouvelle est peut-être autant, pas dire plus, parce qu'elle est en train de se mettre en place. Mais on voit qu'aujourd'hui, les financements sont très massifs. On voit que le département de l'énergie américain donc, a des financements importants et que le nucléaire se retrouve aussi dans le plan d'infrastructure sur lequel Biden devrait avoir un accord au Congrès. Ce qu'on voit aussi, hein, jusqu'à maintenant, on parlait essentiellement de NuScale qui faisait la course en tête, c'est qu'il y a aussi de nouveaux projets qui sont en train de bouger. Je vous ai déjà parlé de TerraPower. Je lisais aujourd'hui ou hier qu'il y avait aussi quelques projets de micro-réacteurs qui sont en train d'avancer. On parle d'installations par exemple dans des universités qui aujourd'hui ont des centrales à gaz et veulent décarboner leur campus. Et puis, bien sûr, il peut y avoir des applications qui là ne sont pas du côté civil, hein, mais du côté département de la défense américain, qui a aussi envie non seulement de décarboner ses bases, mais aussi une volonté d'être en autarcie. Donc, on voit bien là aussi l'intérêt qu'il peut y avoir pour la technologie nucléaire. Après ce détour par les États-Unis, on fait l'aller-retour transatlantique. Terminons sur l'Union européenne. Et là, point que je voudrais quand même partager avec vous, c'est d'une certaine façon le gap entre d'un côté le fait qu'on note dans plus en plus de pays de l'Union européenne des initiatives, des expressions d'intérêt pour les technologies des SMR. Hein, vous les voyez ici. Je passe bien sûr sur la France parmi elles, hein, mais on retrouve cela dans les pays d'Europe du Nord, dans les pays d'Europe de l'Est et d'Europe centrale. Et puis de l'autre côté, une activité au niveau de l'Union européenne et de la Commission qui se limite à quelques projets de R&D au sein d'Euratom, ce qui est déjà très bien. Il y a des très beaux projets de R&D qui se réalisent au sein d'Euratom. Mais par contre, l'étage politique est aujourd'hui absent. C'est assez bizarre, hein, pour quelqu'un qui observerait ça de l'extérieur. Il y a par exemple eu en 2019 un forum de haut niveau entre les États-Unis et puis l'Union européenne, et puis après, plus rien. Donc, un observateur ignorant de l'extérieur aurait vraiment du mal à comprendre ce qui se passe au sein de l'Union européenne généralement. Sur les pays, revenir rapidement sur eux, je vous ai longuement parlé des différents marchés, on voit que l'intérêt sur les SMR, il est à la fois pour le mix électrique, mais il est aussi pour la décarbonation, secteur de la chaleur. Ça, vous le retrouvez tout particulièrement en Finlande et ça commence à se dire aussi en République tchèque. Et puis en Pologne pour ce qui est bien sûr de la chaleur pour les applications industrielles avec un groupe chimique.
Donc, on voit bien que voilà, tous ces briques sont en train de bouger et de se consolider, en tout cas au niveau des États. Et puis, dernier point, bien sûr, dans les États, vous voyez essentiellement ici des États nucléaires bien installés, mais vous voyez aussi de nouveaux entrants. Il y a la Pologne, un demi-nouveaux entrants dans la mesure où ils ont un problème de forte puissance bien sur les rails, mais vous avez des pays tels que l'Estonie, qui n'a pas vraiment discuté du nucléaire jusqu'à récemment, qui commence à le faire et qui aujourd'hui, au niveau du gouvernement, depuis cette année ou l'an dernier, explore le rôle des SMR en Estonie. Ce qui est bien sûr a des impacts très vite plus larges sur toute la partie baltique de l'Union européenne. Voilà, je termine en vous laissant sur cette planche de conclusion qui vous dit essentiellement deux choses. Premièrement, il y a aujourd'hui vraiment autour des SMR et une vraie guerre commerciale qui est sur le point d'être lancée. Un potentiel de marché qui est sans doute très significatif si on est dans un monde qui s'empare des objectifs climatiques, mais qui reste aussi incertain jusqu'à ce qu'on les SMR vraiment démontrer tous les bénéfices économiques qu'ils proposent. Et puis, bien sûr, des incertitudes sur des domaines bien tels que le financement. Et dernier point, on parlait beaucoup d'économie. Ce qu'il faut bien voir, c'est que des programmes SMR couronnés de succès auront vraiment besoin d'intégrer l'ensemble des parties prenantes et donc, bien sûr, aussi de faire le lien avec l'approche régulatoire, avec le développement et la consolidation de la supply chain, avec un changement sans doute de paradigme de supply chain, d'acceptation du public. Donc, bien sûr, il faut regarder bien sûr ces différentes composantes de façon holistique. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je répondrai avec grand plaisir à vos questions avec Sylvain. Merci beaucoup Michel pour cette présentation et cette ouverture sur le secteur extrêmement dynamique des SMR, où je crois que ce sont plus de 70 concepts à l'heure actuelle qui sont en développement à travers le monde. Donc effectivement, nous allons pouvoir passer aux questions qui ont été adressées pendant les présentations. Et je vous propose de commencer avec la première question qui concerne le fait comment se prémunir en fait des changements de politique dans le domaine du nucléaire, qui est effectivement plutôt un domaine du temps long, hein, puisqu'on parle d'installations qui sont en exploitation pour plusieurs décennies. Et si on inclut les phases d'avant-projet jusqu'au démantèlement, finalement, on est sur l'échelle du siècle. Donc la question est un peu ouverte. Je ne sais pas si Sylvaine ou Michel, vous souhaitez apporter votre avis sur la question. Oui, moi je veux bien répondre à cette question-là. Effectivement, la stabilité politique, on voit bien que c'est un paramètre clé dans le programme nucléaire d'un pays et la continuité de la construction ou du renouvellement du parc d'un pays. Dans l'étude, évidemment, les deux pays qui sont la Chine et la Russie, qui ont une volonté politique très forte, qui est un peu plus découplée des opinions publiques qu'en Europe, par exemple aux États-Unis, on voit bien qu'eux, ils ont des plans à très très long terme. La Russie aujourd'hui, ils ont 20% de leur mix qui est nucléaire à date. Ils ont un plan pour passer à 30% en 2030, entre 45 et 50% en 2050 et 80% en 2100. Donc la Russie, ils planifient jusqu'à 2100. Ils disent en 2100, je veux 80% d'électricité nucléaire. Nous, on a la programmation pluriannuelle de l'énergie, mais elle ne va pas jusqu'en 2100. En Chine, c'est pareil. Aujourd'hui, la Chine, ils sont qu'à 5% de nucléaire dans leur mix.
mais il prévoit de construire 200 gigawatts de nucléaire d'ici à 2030. 200 gigawatts de nucléaire, c'est la moitié du parc mondial actuel. Ils ont une très forte volonté qui est due au fait qu'ils ont une stabilité politique, en tout cas ressentie de leur côté, très forte. De notre côté, et puis on l'a vu avec la Suède, qui décide d'arrêter le nucléaire et puis finalement qui change d'avis. La Corée, Taïwan, ils décident d'arrêter puis ils ne savent plus quand. Alors, il y en a qui font le contraire, qui décident d'arrêter, qui s'y tiennent, mais on n'est pas à l'abri d'un changement politique. Dans nos pays occidentaux, on voit bien que l'opinion publique, finalement, et c'est un peu la conclusion à laquelle j'arrive dans mon étude globale, c'est l'opinion politique chez nous, elle a une influence qui est très forte, et finalement, c'est un paramètre clé de l'équation. Aujourd'hui, en Europe, on est un peu à 50-50, en France, on est à 50-50, mais on sent bien qu'on va basculer d'un côté ou de l'autre, parce que l'opinion publique, elle va s'orienter d'un côté ou de l'autre, et notamment aujourd'hui avec la question du dérèglement climatique, on sent que ça bouge, mais on ne sait pas exactement de quel côté la pièce elle va tomber. Je vais peut-être rebondir sur ce que disait Sylvaine, notamment sur l'opinion politique, publique, ce qui est souvent difficile pour les décideurs, c'est qu'ils traitent l'opinion publique comme une donnée un peu exogène sur laquelle ils n'ont pas prise. Ils ne se rendent pas compte qu'en général, l'opinion publique elle n'est pas experte du nucléaire et en règle générale, elle fait encore confiance à ses décideurs. Et donc, dès que le décideur sort de l'ambiguïté sur le nucléaire, puis peut-être ça aussi, c'est que l'opinion publique est aussi capable de comprendre, de saisir de façon consciente l'ambiguïté qu'il peut y avoir dans les discours des politiques. Dès qu'on sort de ça, on voit que l'opinion publique se rattache très, très, très largement au nucléaire. Sylvain parlait du soutien aux États-Unis. Moi, les derniers sondages que j'ai montrent une augmentation historique du soutien au nucléaire aux États-Unis depuis que l'administration Biden a eu des propos à peu près clairs et explicites sur le nucléaire. On n'avait jamais connu ça. Je crois qu'il a augmenté de 10%. Et notamment, tout l'électorat dit démocrate qui n'était pas le plus favorable au nucléaire est aujourd'hui aussi favorable au nucléaire que les républicains. Donc vraiment, c'est quelque chose au final assez simple, mais que malheureusement, beaucoup ont du mal à comprendre, ou alors ils comprennent et puis après on change de décideur et les nouveaux décideurs ont déjà été. Très bien. Merci beaucoup pour ces réponses. On a une deuxième question après qui est plutôt sur le coût en fait, des projets nucléaires. Une question sur l'existence d'une sensibilité du coût des projets nucléaires par rapport au continent d'implantation. Puisqu'effectivement, le coût des installations nucléaires est quelque chose qui est pris en compte par les différents pays dans le choix de leur mix énergétique. Et le deuxième aspect de cette question porte aussi, je pense, sur la compétitivité finalement du nucléaire, de l'énergie nucléaire par rapport aux autres alternatives. Là-dessus, pareil, je ne sais pas si... Je peux me lancer. Vas-y. Plusieurs questions, c'est de faire une réponse concise. Sur les coûts du nucléaire entre les régions du monde, je pense qu'il y a d'un côté l'Asie et puis la Russie, et puis de l'autre, il y a les pays occidentaux. Ce qu'on voit clairement, sans doute sur le Corée et dans une moindre mesure le Japon, il y a parfois l'idée qu'en Asie, on fait du nucléaire pas cher parce qu'on fait du nucléaire low cost, on fait du nucléaire pas sûr. Et ça, il faut arriver à un moment à tordre de bras à cette fausse idée. Si vous regardez, je ne vais pas revenir sur les déboires médiatiques autour de l'EPR de Tachan, mais on voit bien que tout ça pas peut parfois être décrit. Et côté AEN, on a publié un rapport sur les perspectives de réduction des réacteurs de forte puissance il y a un an, et qu'on fait un tour d'horizon des grands projets, ce qui a beaucoup joué sur par exemple, des coûts de construction à Tachan. C'est le fait qu'ils avaient continué à construire des réacteurs pendant 20 ans, qu'ils avaient un tissu industriel bien organisé, qu'ils avaient un alignement des différentes parties prenantes, et quand
rencontraient des difficultés, ils travaillaient ensemble pour résoudre des problèmes. C'est tous ces facteurs-là. Et dans une moindre mesure, un coût de la main-d'œuvre qui est bien sûr moins cher, qui explique aujourd'hui les différences de coûts et pas une différence entre le niveau de sûreté des réacteurs. Sur la compétitivité globale nucléaire, il faut bien sûr regarder correctement la chose et pas comparer des pommes et des oranges. Le critère qui est souvent utilisé, c'est le coût de production actualisé d'électricité, Levelized Cost Electricity in English. Le LCE, c'est un très mauvais critère, indicateur pour comparer les coûts du nucléaire avec des renouvelables parce qu'il n'apporte pas le même service au système électrique. À force de radoter, peut-être que c'est quelque chose qui commence à être compris par l'opinion. Et donc ça, je pense que c'est vraiment le point majeur. Et la valeur du nucléaire, elle se comprend bien sûr à travers ses coûts intrinsèques, mais par les services qu'il apporte donc au système électrique en termes de pilotabilité, en termes de flexibilité et donc de contribution globale à la sécurité d'approvisionnement. Et de ce point de vue-là, très compétitif. Merci Michel. Sylvaine, un complément? Oui, moi je voulais juste compléter. Alors, je ne sais pas répondre aux coûts financiers de façon détaillée. Par contre, je pense qu'il faut réussir à prendre en compte un coût total. Donc, c'est un peu évoqué ici avec les coûts de la matière première. On sait que, effectivement, les renouvelables, je pense qu'il faut associer nucléaire et renouvelable, mais les renouvelables, ils ont un coût, notamment les éoliennes en termes de béton. On sait que ça utilise beaucoup de béton. Il y a des tensions sur le sable aujourd'hui. Donc, effectivement, c'est à prendre en compte. Il y a des coûts de territoire. C'est-à-dire que le nucléaire, aujourd'hui, il est très compact par rapport à d'autres énergies. Après, il y a l'impact sur la santé. Alors, si on compare aux énergies fossiles, on sait que ça a un impact sur la santé qui peut se chiffrer aussi. Donc, voilà, il y a la question aussi durée de vie, recyclage. Dans le recyclage, dans le coût de traitement des déchets, on peut aussi prendre en compte le fait qu'il y a des travaux aujourd'hui sur des réacteurs à neutrons rapides qui peuvent brûler une partie des déchets et utiliser ce déchet comme combustible. Donc, on va réussir à faire ça dans le futur. Donc, on va utiliser des déchets, donc on aura moins de déchets à traiter, etc. Donc, la question, c'est il faut réussir à prendre en compte toute l'assiette du coût. Et alors, c'est évidemment un calcul plus compliqué, plus large est l'assiette, mais c'est important de réussir à vraiment prendre tous les aspects pour se faire cette évaluation. Très bien. Si je rajoute un point, je comprends que la question, il y avait sans doute un peu aussi la question du financement. Il faut bien voir aujourd'hui, si on parle du nouveau nucléaire, les coûts de financement, ça peut être jusqu'à 80% des coûts de production d'électricité. Donc, on voit bien que demain, la compétitivité du nucléaire, elle passe bien sûr par la capacité à maîtriser les coûts des projets et les délais, mais elle passe avant tout par la capacité pour la puissance publique à mettre en œuvre un cadre de marché et un cadre de financement qui soit pérenne et en définitive au bénéfice, bien sûr, des consommateurs finaux. Très clairement, voilà, aujourd'hui, c'est au travers de ça que se décidera la compétitivité de demain nucléaire. Et en fait, je pense qu'il y a de prendre un parallèle avec d'autres domaines, d'autres industries. Quand on construit une grande infrastructure ferroviaire, transport, services publics, on ne se pose pas vraiment la question de qui devrait financer. On voit assez rapidement qu'il faut que ce soit l'État qui se charge de financer les infrastructures stratégiques. Et dans le nucléaire, à un moment, il faut aussi qu'on soit capable d'arriver à la conclusion que le nucléaire est une infrastructure stratégique et que donc c'est via l'État qu'il faut trouver les bons modèles de financement. Très bien, merci pour cette réponse complète sur les coûts et le financement. Effectivement, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Ce n'est pas un sujet évident à adresser. On a une série de deux questions là, qui vont venir sur les SMR. Alors la première était portée sur qui est le leader sur la construction des SMR actuellement.
Alors, je compléterai peut-être tout simplement, parce qu'on a expliqué qu'on est peut-être plutôt à l'échelle du développement de concepts à l'heure actuelle. Donc, peut-être qui parmi les concepteurs de SMR est bien positionné aujourd'hui avec peut-être des offres engageantes auprès de certains clients. Michel ou Sylvain? Le retour, je vais recommencer. Alors, sur le SMR, je vous ai déjà parlé du NewScale faisant la course en tête, donc je me répète, NewScale fait aujourd'hui quand même la course en tête, et en particulier à la fois à partir d'un projet de démonstrateur dans l'Idaho, et puis aussi parce qu'ils ont un design qui aujourd'hui est censé au niveau d'autorité de sûreté américaine. Ce qui n'est pas le cas pour les autres grands projets qui sont en développement. Après, il y a un certain nombre d'autres acteurs qui essayent de rattraper leur retard, si je peux dire. Dans ces challengers, il y a Neward en France. Il y a sans doute aussi GE Hitachi qui a un concept de réacteurs bouillants SMR, qui est par exemple très présent au Canada et ailleurs. Qui a d'autres. Après, il y a les réacteurs dits avancés ou de quatrième génération qui pourraient avancer sans doute plus rapidement qu'on ne le pense aux États-Unis. TerraPower, voilà, je pense qu'en France, on est dans une période où on a un peu temporairement tourné la page de la quatrième génération. Aux États-Unis, on voit qu'ils sont en train de réaccélérer dans ce domaine. Et puis, à côté de cela, il y a aussi, ne les oublions pas, la Chine et les États-Unis et la Russie qui ont des projets sérieux, des fois un peu moins dans une volonté de développement international, mais quand même. Si je prends la Russie en particulier, ils ont un projet, les barges SMR qui aujourd'hui existent. Ils en ont une qui a été mise en exploitation. Ils ont un projet d'en construire de nouvelles. Et puis, ils ont aussi des projets de SMR dits à terre pour des centres, des installations minières dans des régions reculées du Far Est russe. Très bien. Et du coup, il y avait également peut-être un complément par rapport à cette question. La France développe effectivement son concept aussi de SMR, Neward, un consortium donc on va dire des grands groupes nucléaires menés par EDF, mais avec Framatome, Naval, le CEA, donc l'ensemble des grands acteurs nucléaires français. Donc la question était de savoir voilà, où est-ce que la France se situe par rapport peut-être aux autres concepteurs, et en particulier peut-être NewScale ou les concepteurs déjà bien avancés dans le domaine des SMR. Sylvain, tu veux… Excuse-moi, je pensais que la question était pour Michel. Je Ouais. sais pas trop la répondre. Non, mais je peux essayer de répondre. Bien sûr, en tant que fonctionnaire international, je ne vais pas faire la promotion d'un concept spécifique. Sur Neward, on peut dire plusieurs choses. Ce qui est intéressant avec Neward, c'est qu'il y a une logique de consortium qui agrège différents industriels et qui donc permet vraiment, dès le départ, dès le développement de produits, d'entraîner la supply chain qui va construire le réacteur. Et puis, bien sûr, il y a le fait que c'est une industrie qui a des compétences dans ce domaine au travers de la propulsion navale. Donc, on voit qu'il y a quand même un certain nombre d'atouts pour être en capacité d'accélérer, pour rattraper un petit peu ce retard. Et avec, comme je pense que dernière annonce qui est pas sans importance, c'est la volonté, en tout cas affichée par Jean-Bernard Lévy, qu'il y ait un projet de démonstrateur en France pour le début des années 30
Et ça, bien sûr, c'est essentiel si le projet New World veut être au rendez-vous sur le marché international. Très bien. Donc finalement, et on voit que le SMR français est complètement bien intégré finalement dans la compétition internationale, avec effectivement un démonstrateur en 2030. Je pense que les premiers démonstrateurs sont attendus à l'horizon peut-être 2025 chez les concurrents. Donc bon, finalement, ça se joue dans un mouchoir de poche, on va dire, à l'échelle des politiques énergétiques. La France reste bien positionnée. Je pense que la prochaine question est peut-être davantage pour Sylvaine, puisqu'on a un spectre d'application du nucléaire qui va peut-être être amené à se diversifier, avec, ça a été évoqué un peu par Michel, la production d'eau, par exemple, d'hydrogène, peut-être également des applications dans le domaine du transport maritime en particulier. Est-ce que cette diversification des usages de l'énergie nucléaire serait susceptible de faire évoluer la politique énergétique de certains des pays qui ont été cartographiés là, dans l'étude que vous avez menée? Alors, nous, ce n'est pas vraiment un aspect qu'on a regardé. Néanmoins, effectivement, il y a des nouveaux usages qui remettent un peu en question les positions des pays. Les SMR, notamment, en tant que nouveaux produits, il y a des pays qui, en termes d'infrastructure, par exemple, étaient bloqués par, mettons, un réseau électrique qui ne peut pas forcément accueillir un réacteur de puissance très importante parce que ça va trop déstabiliser le réseau. Eux, du coup, l'arrivée des SMR sur le marché, c'est un game changer parce qu'ils peuvent accepter un SMR beaucoup plus facilement qu'un réacteur plus gros. Les nouveaux usages, oui, alors on parle beaucoup d'hydrogène, donc il y a aussi des pays qui se posent la question sur est-ce que je ne vais pas utiliser du nucléaire pour faire de l'hydrogène. Donc oui, après on n'a pas regardé dans le détail, mais clairement, c'est des usages qui ajoutent des données à l'équation, donc ajoutent des réponses aussi à l'équation. Donc peut-être une mise à jour de l'étude à envisager dans quelques années lorsque la diversification sera inscrite un peu dans la réalité. Très bien. Et je pense qu'on a une dernière question qui concerne alors plutôt les réacteurs dédiés à la recherche ou au médical. Voilà, s'il y a également des politiques dédiées. Alors, ce que je comprends en fait de la question, c'est peut-être est-ce que finalement on voit dans certains pays des programmes nucléaires qui porteraient uniquement sur la recherche, les aspects recherche sur les matériaux ou autres, ou le médical via la production par exemple d'isotopes utilisés à des fins médicales. Est-ce que c'est un aspect sur lequel vous avez des informations à partager? Alors, oui, là aussi, nous, ce n'est pas quelque chose qu'on a regardé en détail parce qu'on a regardé vraiment les réacteurs de production d'électricité. En revanche, on voit forcément qu'il y a des réacteurs soit de recherche, soit de production d'isotopes médicaux dans des pays, y compris dans des pays qui ne veulent pas faire de nucléaire de production d'électricité. Typiquement, on parlait tout à l'heure de l'Australie. Je vous disais, l'Australie ne veulent pas faire de nucléaire alors qu'ils auraient les infrastructures, les moyens, les financements, ils ont une autorité de sûreté en plus, puisqu'ils sont un très gros producteur d'uranium. Eux, ils ont des réacteurs de recherche, mais ils n'ont pas de réacteurs de production d'électricité. Donc oui, et en fait, je pense qu'il y en a plus. Bon, je n'ai pas regardé en détail, mais il y a plusieurs pays comme ça qui ont des réacteurs de recherche sans rentrer dans la voie réacteur de production d'électricité. Ce qui est certain, c'est que les pays qui auraient décidé de prendre le chemin d'une sortie du nucléaire civil, ça ne couvre pas les réacteurs de recherche. L'Allemagne, notamment, pour ne pas les citer, ou bien sûr la Belgique, qui a un projet de réacteur de quatrième génération, plus que de quatrième génération avec les ADS, pour s'occuper des déchets nucléaires qui seront ingérés. Sur les radioisotopes, un autre commentaire, une partie de la question était liée à ce que c'est partie aussi des éléments qui sont considérés dans les
politique nucléaire. Alors, le marché des radioisotopes médicaux et radioisotopes en général est quelque chose d'assez complexe, chaîne de production bien sûr très, très difficile à gérer, qui doit vraiment être gérée en flux tendu. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même une diversification des sources possibles avec les accélérateurs et puis aussi avec la diversification via certains réacteurs de puissance. Donc, notamment, on peut penser au CANDU aux États-Unis ou au Canada qui ont tout un programme pour commencer à produire des radioisotopes médicaux. Très bien. Bien, je crois qu'on a fait le tour de l'ensemble des questions posées par les participants. Alors moi, j'aurais bien répondu à la dernière question là, sur les influences politiques d'un pays à l'autre. Alors, je l'ai peut-être… Ça va être la toute dernière question. Pardon. Oui. Alors, les influences politiques d'un pays à l'autre. Donc, bon, moi, le traité de non-prolifération, ça sort un peu de mon domaine de compétences. Néanmoins, oui, il y a des influences d'un pays à l'autre et de certaines communautés vers certains pays, notamment la communauté européenne. Elle a eu un impact direct sur la Lituanie, parce que la Lituanie, elle avait un réacteur russe de type RBMK, qui est le même type que Tchernobyl. Et c'était une condition à l'entrée de la Lituanie dans l'Union européenne que ce réacteur soit fermé. Donc, la Lituanie, elle a fermé son réacteur nucléaire pour rentrer dans l'Europe. Donc, aujourd'hui, les pays baltes, ils n'ont plus de réacteur, puisqu'ils avaient ce réacteur-là. Et du coup, les trois pays baltes, là, Michel parlait tout à l'heure de l'Estonie, ils réfléchissent ensemble à avoir un projet commun de réacteur. Donc ces trois-là, ils réfléchissent ensemble. En Europe, il y a aussi la Croatie et la Slovénie qui partagent un réacteur. Donc, c'est un réacteur qui est en Slovénie, mais la production, elle est répartie 50-50 entre la Croatie et la Slovénie. Voilà, donc il y a un aspect très pratico-pratique de je vais partager soit les coûts, soit l'électricité, soit les ressources dont je vais avoir besoin. Et puis après, bien sûr, il y a une influence politique. Quand l'Allemagne dit je vais arrêter le nucléaire, forcément, ça a une influence sur les autres pays. Il faut quand même noter que dans les deux pays qui ont eu les deux plus gros accidents nucléaires, c'est-à-dire l'Ukraine avec Fukushima, avec Tchernobyl et le Japon avec Fukushima, c'est deux pays qui n'ont pas décidé d'arrêter le nucléaire. Voilà. Donc oui, après, que l'Allemagne arrête, que l'Angleterre construise, forcément, ça a une influence sur les autres pays, mais on est dans des interactions tellement complexes que ça joue, mais après, dire dans quel sens ça va influer, c'est assez difficile à dire, évidemment. Ouais, effectivement, je pense que l'exemple de l'Ukraine est un très bon contre-exemple. Je pense que la plus grande centrale nucléaire d'Europe est en Ukraine, justement. Ouais. Donc, très, très bon contre-exemple. Écoutez, nous arrivons au terme de ce webinaire que vous pouvez retrouver donc en rediffusion sur la chaîne YouTube de WIN-France. Je tiens à remercier chaleureusement nos deux intervenants aujourd'hui, donc Sylvain Dion et Michel Berthélémy. Vraiment un immense merci pour vos présentations et les réponses que vous avez apportées aux différentes questions. Merci également à la délégation Île-de-France, Women in Nuclear France, pour l'organisation de ce webinaire. Et enfin, un grand merci à l'ensemble des participants pour leur attention et la participation active. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Merci à WIN-France, merci à tous. Merci.